L'accord, ou pacte militaire, entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan était censé signifier qu'une attaque contre l'un d'eux équivaut à une attaque contre tous. Il y a donc eu beaucoup de discussions. Qui est la cible de ce pacte militaire? Puis, la nuit dernière, nous avons vu le Yémen attaquer de nouveau et frapper des cibles en Arabie saoudite. L'une d'elles se trouvait dans la même zone de raffinerie, celle d'Aramco, qui avait déjà été visée. L'autre point important, c'est qu'une sorte de dépôt de munitions en Arabie saoudite a de nouveau été attaqué. Et je pense que, dans les dernières attaques yéménites contre l'Arabie saoudite, c'est quelque chose de nouveau. C'est la première fois qu'ils s'en prennent à des munitions à l'intérieur de l'Arabie saoudite. Donnez-nous votre lecture du pacte militaire entre ces pays, puis de la manière dont le Yémen tente d'affirmer sa position. Merci Nima. Prenons les choses une par une. Je voudrais d'abord parler de cet accord de défense conjoint qui a été signé le 7 août. Vous voyez, un communiqué de presse du ministère pakistanais des Affaires étrangères est sorti, et il faut bien le comprendre. Par ailleurs, le président turc Erdogan a lui aussi publié des commentaires sur X, ce qui s'appelait autrefois Twitter, à propos de cet accord. Donc quand on met tout cela ensemble et qu'on regarde aussi la succession des événements, la manière dont les choses se sont déroulées, il devient très clair de quoi nous parlons. Dans cet accord de défense conjoint, il est essentiellement question de deux choses, les points clés. Premièrement, de sécurité collective. Deuxièmement, de dissuasion collective. Ces deux notions doivent être comprises. Or, la sécurité collective est un concept que le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a obtenu de la Russie et de la Chine. Cela concerne le nouvel ordre mondial. Permettez-moi aussi d'expliquer la chronologie, comment cela s'est produit et comment cette idée de sécurité collective a vu le jour. Vous savez, tout le monde se souviendra que cette guerre a commencé le 28 février, lorsque les Américains et les Israéliens ont lancé leur attaque contre l'Iran. La première phase a duré jusqu'au 4 avril. Ensuite, nous savons que le 27 avril, Araghchi s'est rendu en Russie. Là, à Saint-Pétersbourg, il a eu une discussion d'1 heure et demie avec le président Poutine. Il est revenu, puis, le 6 mai, Araghchi est allé à Pékin, où il a rencontré Wang Yi. Après son retour, nous savons que le 17 juin, le protocole d'accord a été signé. Et le médiateur du protocole d'accord, c'était le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif. Du point de vue des Iraniens, ils l'ont appelé le protocole d'accord d'Islamabad. Autrement dit, Araghchi avait obtenu quelque chose lors de ses visites en Russie et en Chine, et les Iraniens estimaient que les Pakistanais devaient fournir beaucoup d'efforts sur ce dossier. Ils l'ont donc appelé le protocole d'accord d'Islamabad. Bien sûr, du point de vue des Pakistanais, ils sont bien les médiateurs. C'est pourquoi Shehbaz Sharif a signé ce protocole d'accord. Ensuite, ce que nous avons vu le 23 juin, c'est que le président Pezeshkian a effectué une visite d'État au Pakistan. Sur place, il a été accueilli personnellement par le président Zardari et le premier ministre Shehbaz Sharif. Puis à son retour, évidemment, de nombreuses questions avaient été discutées là-bas. Mais mon analyse, c'est ce qu'Araghchi a retenu de la vision du nouvel ordre mondial auprès de ces deux grandes puissances. Vous savez, là où il a eu des échanges. C'était l'élément clé. Pourquoi je dis cela? Parce que le 29 juin, Abbas Araghchi a parlé publiquement, pour la première fois, d'un nouveau cadre de sécurité régionale. Et il a mentionné deux choses. Il a dit que les puissances militaires extérieures devraient être exclues de ce cadre de sécurité régionale. Et il a dit que ce cadre concernait les nations de la région et qu'elles devraient créer leur propre cadre. Autrement dit, tous les problèmes régionaux devraient être réglés par les acteurs régionaux eux-mêmes.
Or, c'est précisément le concept de sécurité collective. Et cette sécurité, quand on parle de sécurité collective, est très différente de la défense collective. La sécurité collective signifie au fond que votre sécurité ne doit pas se faire au détriment de celle d'un autre pays. Il doit s'agir d'une sécurité où l'on recherche une sécurité relative et non une sécurité absolue. Et pour cela, il faut négocier. Il faut s'asseoir et discuter. Car toute l'idée de la sécurité collective, c'est qu'elle offre de grandes chances d'apporter la paix dans la région. Et comme le dit très clairement le communiqué de presse du Pakistan, cet accord de défense conjoint apportera de la stabilité à la région et conduira la région vers la prospérité. La sécurité collective donne donc la priorité au développement à travers le concept d'une sécurité collective au service de la paix, où l'on discute et où l'on fait chacun la moitié du chemin. Les deux parties y gagnent, ce qui n'est pas le cas de la défense collective. Which is not the case in collective defense. Collective defense is what the Americans do. Collective defense is La défense collective, c'est ce que font les Américains. La défense collective, c'est ce que nous avons dans l'ordre actuel, l'ordre mondial, où la défense collective mène invariablement à la crise. Elle mène au conflit. Donc, c'est une partie de cette déclaration conjointe. Il s'agit de sécurité collective. Autrement dit, rappelez-vous aussi qu'au mois de mars et d'avril, nous avons vu 4 pays se réunir. Les nations centrales, comme on les a appelées. La Turquie, le Pakistan, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Et ce qu'ils essayaient de faire, c'était de gérer la crise. Ils essayaient de voir si tous les acteurs régionaux pouvaient parvenir à un compromis et travailler ensemble. Donc, tout ce dont on parlait est désormais devenu définitif. Et je voudrais ajouter un dernier point tout aussi important. C'est qu'après l'annonce d'Arachi et après la visite du président Pezeshkian au Pakistan, il faut aussi rappeler que le 13 juillet, le maréchal Asif Mounir a effectué une visite de 2 jours en Turquie. Il y a eu une discussion approfondie avec le président turc et les dirigeants militaires sur place. Autrement dit, il était nécessaire de rallier enfin la Turquie à cet accord de défense, qui de toute façon était un regroupement informel, dans le sens où il en constituait le noyau. Il fallait donc formaliser cela. Ce que je veux dire, c'est que ces 3 pays se sont réunis et ont créé une sécurité collective. Il y a maintenant un défi concernant cette sécurité collective. J'y reviendrai dans un instant. La deuxième partie que vous avez mentionnée, l'autre aspect de cet accord dont j'ai parlé, c'est la dissuasion collective. Cette dissuasion collective signifie qu'une attaque contre l'un sera une attaque contre tous. Et cela, en substance, vise Israël. Pourquoi je dis cela? Parce que si vous regardez ce qu'Erdogan a écrit sur son compte X, il a ajouté quelque chose qui ne figure pas dans le communiqué de presse pakistanais. Et il a dit qu'il s'agissait de lutter contre le terrorisme. Or, l'État qui pratique le terrorisme, c'est Israël. Et nous savons que du point de vue des Israéliens, des dirigeants de premier plan disent ouvertement que plus que l'Iran, la menace vient de la Turquie. Donc, quand on parle de dissuasion collective, cela signifie essentiellement que c'est destiné à dissuader Israël. En clair, vous n'êtes pas face à un seul pays, mais à 3 pays, chacun avec ses propres atouts. Voilà les 2 éléments clés. Maintenant, une question que tout le monde pourrait se poser. Cela ne veut pas dire que s'il y a une guerre entre la Turquie et Israël, le Pakistan interviendra aussi. Les Saoudiens viendront aussi, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Vous voyez, l'idée c'est la dissuasion collective. Quant à savoir si la Turquie veut le Pakistan, ce sera à la Turquie d'en décider. L'accord existe, l'accord formel a été conclu, et au fond, il vise à dissuader les puissances extérieures. En ce qui concerne l'Amérique,
elle quittera l'Asie occidentale. Mais c'est un autre sujet dont nous pouvons discuter. Donc, le problème dans la région, c'est Israël. Voilà les 2 points essentiels qu'il faut comprendre dans cette note. Maintenant, comme exemple de sécurité collective, vous venez de le mentionner. Les Saoudiens et les Yéménites, ou les Houthis, ont un problème. Le problème n'est pas nouveau. Il a environ 12 ans. Et toute cette affaire a été déclenchée maintenant par les Saoudiens. Même aujourd'hui, ce que disent les Yéménites, c'est qu'ils ont violé l'espace aérien des provinces de Saada et de Hajja. Et c'est une riposte à ce qu'ils ont fait. Ce que cela signifie ici, c'est que les Pakistanais, peut-être parce que le Pakistan a aussi conclu avec les Saoudiens un accord de défense bilatéral en 2025, devront jouer les médiateurs entre les 2 parties. La sécurité collective, c'est la médiation. C'est pas faire la guerre. Il s'agit de faire la guerre contre des pays extérieurs. Il ne s'agit pas de la région. Il va donc falloir que quelqu'un mette les Saoudiens face à la réalité. Écoutez, il est temps. Le nouvel ordre mondial et un nouveau cadre de sécurité dans la région prennent forme à un rythme très rapide. Il faut donc comprendre les nouvelles dynamiques qu'Araghchi a déjà exposées. C'est dans ce contexte que l'accord de défense commun a été conclu. Il faut se réveiller face à la réalité, s'asseoir et enfin parler avec les Yéménites. Car sur le plan militaire, nous savons qu'ils sont aujourd'hui très puissants. Ils ont déjà infligé beaucoup de dégâts aux Saoudiens. Aujourd'hui, les Saoudiens ne sont même plus du tout en mesure d'exporter du pétrole. Tout est à l'arrêt pour eux. Ils sont donc en grande difficulté parce que, enfin, tous ces royaumes ont eux aussi besoin d'argent. D'où viendra cet argent? Donc, selon mon analyse, Nima, très globalement, si l'on suit toutes les étapes logiques, c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est mon interprétation. C'est aussi le concept que les gens en Occident ne comprennent pas, la sécurité collective. Permettez-moi de vous donner un peu de contexte sur son origine. Voilà ce qui s'est passé. Nous savons qu'en novembre 2012, Xi Jinping est arrivé au pouvoir en Chine. Son premier déplacement à l'étranger a été en Russie. Cette visite a eu lieu en mars 2013, lorsqu'il a rencontré le président Poutine. Et ensuite, le 23 mars 2013, il a prononcé un discours à l'Institut des Relations internationales de Moscou. Donc, ce qu'il avait évoqué avec Poutine, c'est sûrement ce dont il a parlé dans cet institut. Et le plus important, c'est qu'il a parlé d'un nouveau type de relations internationales. C'est donc cette vision d'un monde multipolaire, où nous avons désormais 3 grandes puissances, l'Amérique, la Chine et la Russie. À l'époque, en 2013, il y avait 2 grandes puissances qui avaient adopté cette vision. Et cette vision repose sur 3 éléments clés. Le premier, c'est le concept de sécurité collective. Nous devons résoudre nos problèmes de sécurité par le dialogue et les négociations, selon une formule gagnant-gagnant, où les 2 parties sont prêtes à faire un peu de compromis et où la sécurité ne doit pas se faire au détriment de celle d'un autre pays. Le deuxième point, c'était l'égalité souveraine. Cela signifie que n'importe quel pays, petit ou grand, peut décider de sa propre voie de développement, peut décider de sa propre politique étrangère. Concrètement, cela signifie que beaucoup d'Indiens s'inquiètent de ce qui se passera après la signature de cet accord de défense, notamment pour nos relations avec l'Arabie saoudite. Elles ne seront absolument pas affectées. Car, dans cette vision, vous pouvez décider avec qui vous voulez commercer. Cette vision a un objectif totalement différent. Créer une architecture de sécurité dans laquelle tous les pays de la région règlent leurs problèmes et en discutent. Et le troisième point, c'était que tout devait se faire dans le respect des règles des Nations Unies, des règles internationales établies sous l'égide des Nations Unies.
Et ce point a été souligné par le président Erdogan dans le message qu'il a publié sur X. En plus de ce que j'ai dit, il a aussi mentionné la note de presse publiée par le ministère pakistanais des Affaires étrangères. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réflexion dans laquelle le Pakistan joue peut-être un rôle très important. Et c'est la raison pour laquelle les Iraniens ont décidé d'appeler leur protocole d'accord le protocole d'accord d'Islamabad. En résumé, ce qui se passe, c'est qu'une vision d'un nouvel ordre mondial a émergé. L'idée, c'est que l'Iran est le pays qui a déjà gagné la guerre. Qu'il n'y ait aucun doute, la guerre a été gagnée le 8 avril. Après cela, les attaques menées par les Américains servent à voir si la même chose, vous voyez, alors qu'ils ont déjà perdu. Vous pouvez continuer à faire la même chose encore et encore. Cela ne vous donnera pas de résultats différents. Donc, de leur point de vue, ils sont perdus. Et la preuve, c'est que les Iraniens sont désormais très stricts concernant le détroit d'Ormuz et son ouverture. Par ailleurs, l'Iranien Arakchi a exposé cela. Quant aux Pakistanais, ce sont eux qui font le gros du travail ici. Et nous avons déjà vu que les Koweïtiens se sont rapprochés des Pakistanais et ont signé un accord de défense. Il avait en fait été signé en 2023, mais ils l'ont maintenant ratifié, comme l'ont fait les Pakistanais avec les Saoudiens. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, les Pakistanais sont aussi entrés sur le continent africain, où un accord de défense similaire a été signé avec la Somalie. Le fait est donc que les Pakistanais bénéficient du plein soutien des Chinois et des Russes pour étendre cette idée de coopération en matière de défense et à travers elle, l'idée de sécurité collective au plus grand nombre possible de pays, en particulier aux pays musulmans. L'accent est mis sur la solidarité musulmane. Et c'est la première chose que ce sommet de la Mecque, sur un accord de défense conjoint, mentionne également. Les Pakistanais vont donc faire tout cela. Leur stature géopolitique va s'élever. Et en ce qui concerne l'Asie occidentale, cette région devient la première à mettre cet accord à l'épreuve. C'est selon mon analyse de cela qu'il s'agit. Oui. Vous avez mentionné le détroit d'Ormuz, qui est actuellement au cœur du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Et le journal a également publié des informations sur Donald Trump, sa position et sa compréhension de la situation. L'article affirme que Donald Trump se prépare depuis des semaines à déclarer la victoire dans la guerre contre l'Iran si Téhéran rouvre complètement le détroit d'Ormuz. En privé, il dit à ses principaux conseillers que, si cela se produit, il déclarera la victoire, il quittera la région. Mais le problème, c'est que l'Iran ne va pas rouvrir le détroit d'Ormuz, vu la tournure que prennent les événements actuellement. Hier, le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a publié une déclaration évoquant chacun des points qu'il examine actuellement en vue de rouvrir le détroit d'Ormuz. En ce moment, il parle en fait de tous les fronts: la Palestine, le Liban, le Yémen, l'Iran et l'Irak. C'est une forme de compréhension globale de la part de l'Iran. En substance, cela dit, États-Unis, si vous voulez résoudre le problème, vous devez prendre en compte tous ces fronts ensemble. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes tous unis. Et ce n'est pas tout. Avec les avoirs gelés, avec les sanctions, avec tout cela, je pense que, avec le temps, sur le long terme, cela fera partie des moyens de pression de l'Iran pour faire pression sur chacun des pays qui exercent une pression, à travers ces sanctions, sur le peuple iranien. C'est mon opinion. Mais, à court terme, la stratégie sera plutôt de voir ce qui se passera dans un avenir proche. Nous savons que l'Iran et Oman discutent d'un nouveau mécanisme dans le détroit d'Ormuz. Il semble qu'ils avancent dans une direction positive. Ils semblent parvenir à un point où ils peuvent se mettre d'accord sur quelque chose, avec ce nouveau mécanisme dans le détroit. Comment voyez-vous la façon dont Donald Trump perçoit la situation dans le détroit d'Ormuz?
et la façon dont les Iraniens l'aperçoivent. On a l'impression qu'il s'agit de scénarios totalement différents. Alors, vous savez, Nima, excellent. Ce que vous avez dit est parfaitement juste. Permettez-moi de répondre en deux parties. La première, c'est que si vous regardez le protocole d'accord qui a été signé le 17 juin, aujourd'hui, nous sommes déjà le 9 juin. Nous sommes très proches du 17 juin. Et il y a certaines choses dans ce protocole d'accord qui disent très clairement qu'elles doivent être réalisées dans les 30 premiers jours. Donc, quand je compare cela à la plupart des exigences que les Iraniens ont maintenant formulées concernant le détroit d'Ormuz, elles correspondent. Ce que les Iraniens disent, c'est que, tout d'abord, à mon avis, la chose la plus importante est que les forces américaines quittent la région. Vous savez, c'est ce qu'ils demandent. Ensuite, ils demandent la levée du blocus naval. Puis, ils demandent la levée des sanctions qui les frappent afin de pouvoir vendre leur pétrole, leur gaz et leurs produits pétrochimiques. Ensuite, ils demandent le déblocage de leurs avoirs gelés. Toutes ces exigences figurent dans l'article 1er du protocole d'accord, qu'il y ait une paix permanente avec tous les alliés. Et maintenant, comme vous l'avez souligné, ils précisent également qui sont tous ces alliés. Ils vont même jusqu'à dire que des réparations de guerre doivent être versées. Le point que je veux faire, c'est que du point de vue de l'Iran contrôle totalement le détroit d'Ormuz. Et comme sa gestion doit se faire avec les Omanais, c'est ce qu'ils essaient de régler. Beaucoup d'options sont en discussion. Vous savez, l'une d'elles serait que tous les navires passent du côté iranien et aucun du côté omanais. Une autre option est aussi à l'étude. Ouvrir un nouveau passage, celui du milieu, le déminer, puis laisser les choses se dérouler à partir de là. Des discussions sont également en cours sur le niveau des droits qui seront prélevés. 7% peut-être, puis 20% pour les navires qui, en quelque sorte, ne respectent pas les règles fixées par les Iraniens ou par l'autorité de gestion des États du Golfe Persique. Mais je dirais que oui, les Iraniens sont désormais très fermes sur ce qu'ils veulent avant de rouvrir le détroit d'Ormuz. Cela dit, le dernier mot devrait revenir, à mon avis, au président Pezeshkian, parce qu'il dirige le Conseil suprême de sécurité nationale. C'est donc lui qui sera en contact avec le guide suprême, l'Ayatollah Khamenei. Et après cela, la décision finale sera rendue publique. Donc, tout cela est certain. À présent, il est certain que c'est ainsi que cela se passera. Donc, ça ne s'ouvre pas du tout dans la précipitation. Maintenant, concernant ce que dit Trump, vous voyez, Trump peut dire quelque chose. Mais l'élément clé, c'est ce qu'a dit Scott Bessent. Scott Bessent est allé dire, écoutez, d'ici 2 à 3 ans, nous rendrons le détroit d'Ormuz sans importance, parce qu'entre 50 et 70% du pétrole, enfin de l'énergie des pays du Golfe, passera par des pipelines souterrains. Vous voyez tout ça, c'est du fantasme. Ça ne veut absolument rien dire. Parce que je veux dire, je peux vous donner tellement de raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Mais c'est quelque chose qu'ils envisagent. En quelque sorte, ils disent à tout le monde, écoutez, les pétrodollars resteront là. La grande inquiétude, du point de vue des Américains, ce sont les pétrodollars. Parce que concernant les bases, vous savez, beaucoup de commentateurs que j'ai entendus disent même « Qu'est-ce qu'il y a dans une base ?» Bien sûr, toute l'infrastructure que les Américains ont déplacée depuis là-bas, c'est coûteux. Mais encore une fois, on peut la reconstruire. Où est le problème? Non, on ne peut pas la reconstruire. Si elle ne peut pas l'être, c'est parce que tous ces pays, d'où l'infrastructure est partie, d'où les troupes sont parties, par exemple, le quartier général régional du CENTCOM, qui était au Qatar, a d'abord été déplacé en Jordanie et maintenant, il est en Israël. Tous ces pays ne permettront pas aux Américains de reconstruire sur leur territoire, parce que cela ne leur apporte pas de sécurité. Cela les rend vulnérables.
Et c'est la raison pour laquelle, concernant cet accord de défense conjoint, je vois la possibilité que de plus en plus de pays y adhèrent. Le Koweït va rejoindre cela. Le Qatar va rejoindre cela. Vous voyez, l'Égypte ne pourra pas y adhérer, parce qu'elle a un problème. Et ce problème, c'est que si vous regardez les accords de Camp David de 1979 que les Égyptiens ont signés avec les Israéliens, il y a une clause selon laquelle l'Égypte ne peut pas faire partie d'un accord dirigé contre Israël. Ils ont donc un problème technique. Reste à voir comment ils pourront surmonter ce problème technique, car après tout, l'Égypte faisait aussi partie de ce groupe informel initial, dont j'ai dit qu'il était très actif. Et beaucoup de commentateurs américains disaient « Regardez, c'est un pacte militaire ». Vous savez, le problème, c'est que les commentateurs américains, les commentateurs des pays occidentaux, ignorent totalement cette vision du nouvel ordre mondial à cause de leur arrogance, à cause de demoing. Ils n'ont pas pris la peine de savoir ce qui se passe réellement entre la Chine et la Russie. Et maintenant, ils commencent à comprendre, après ce qui se passe en Asie occidentale. Ce que l'Iran a fait les préoccupe et l'Iran est devenu un pilier très important. Alors tous ces pays, les pays du Golfe, voyez-vous, ne laisseront pas les Américains revenir reconstruire les bases. À mon avis, ce jeu-là est terminé. Qu'ils le veuillent ou non, ils devront rejoindre ce cadre de sécurité régionale. Ils devront comprendre que cela apportera la paix et que chaque pays pourra poursuivre ses activités comme d'habitude, les affaires comme d'habitude. C'est cela qu'ils doivent comprendre. Et en ce qui concerne Hormuz, l'Iran veillera à ce que, tant que toutes les conditions ne seront pas remplies, le détroit ne soit pas rouvert. C'est donc la fin des pétrodollars. Si les pétrodollars ne rentrent plus, nous comprenons tous ce que cela signifie. Et nous comprenons tous les conséquences que l'évacuation des bases américaines aura sur les 780 autres bases que les Américains possèdent dans 80 pays à travers le monde. L'Iran est donc le pays qui a provoqué un net déclin de l'Empire américain. C'est la réalité, et il n'y aura pas de retour en arrière. Les Émirats arabes unis, vous savez, pensent pouvoir revenir en arrière. Nous avons signé les accords d'Abraham avec Israël. Les Israéliens eux-mêmes comprennent ce qui se passe. Et c'est pour cette raison qu'ils font pression à Washington sur le Congrès américain. Et nous l'avons vu à la Chambre des représentants. Lorsque le budget du Pentagone pour 2027 a été discuté, Pete Hegseth a pris la parole et a demandé 1150 milliards de dollars pour 2027. Il y avait cette clause qui disait clairement que l'armée américaine et les agences de renseignement américaines devaient en gros fusionner avec Tsahal pour l'Asie occidentale. Donc, du point de vue des Israéliens, ils ne mettront pas fin à leur guerre. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent maintenant que le quartier général du CENTCOM et la CIA soient placés directement sous l'autorité du Premier ministre israélien. Mais cela ne marchera pas. Enfin, c'est une autre histoire. Bref, ce qui s'est passé, c'est l'accord de défense conjoint. Cette formalisation est une étape extrêmement positive. Elle fait avancer la réflexion sur le nouvel ordre mondial, à travers l'Iran, à travers Arakchi, qui a fait un travail fantastique en tant que diplomate, ainsi que grâce à l'important travail de fond qui est désormais accompli par le Pakistan.